1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour, C'est pas gros. L'appli qui fait bonnet rivière. C'est de l'eau qui coulait longtemps. ce proverbe antillais veut dire « Ce n'est pas la grosse pluie qui fait la belle rivière, c'est l'eau qui coule longtemps ». Le 28 mai 1802, l'habitation d'Anglemont explose au Matouba. Delgrès est mort. Ignace est mort. Des centaines de combattants sont morts. Richepanse publie ses dépêches triomphantes vers Paris. La rébellion est écrasée, l'ordre est rétabli, l'esclavage peut revenir. Mais dans les bois épais de la Basse-Terre, un homme court encore. Il court depuis des heures, depuis des jours peut-être. Il connaît ses mornes mieux que les soldats français ne les connaîtront jamais. Il sait où se cacher, comment se nourrir, comment disparaître dans la végétation dense de cette île qu'il a défendue. Il s'appelle Palerme. Et contrairement à ses frères d'armes, il a choisi de ne pas mourir ce jour-là. Non par lâcheté, comprenez-le bien, mais parce qu'il a compris quelque chose que peu d'hommes comprennent dans la chaleur du combat. La résistance ne meurt pas avec les hommes. Elle continue dans les bois, dans les mornes, dans l'ombre, tant qu'il reste un seul homme debout pour la porter. Et tant qu'un homme libre court dans ces bois, Richepanse n'a pas vraiment gagné. Pendant des mois, alors que Richepanse publie ses arrêtés et rétablit officiellement l'esclavage en Guadeloupe, Palerme continue à se battre. Insaisissable, fantomatique, libre. Dans une lettre du 12 septembre 1802, soit 3 mois et demi après l'explosion de Matouba, le gouverneur Lacrosse désigne Palerme comme le chef des vagabonds rebelles de Basse-Terre. Le mot vagabond est une insulte coloniale. Mais derrière cette insulte, on entend autre chose. Lacrosse ne peut pas l'attraper et ça le ronge. Un homme que les armées de Napoléon n'ont pas réussi à attraper, un homme dont le nom hante les rapports officiels pendant des années, un homme dont on ne sait toujours pas exactement ce qu'il est devenu. C'est ça, Palerme. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe. Je suis Didier Mondor, de Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un guerrier dont on ne connaît ni la date de naissance, ni la date de mort, mais dont le destin brûle comme une torche dans la nuit de 1802. Pour comprendre Palerme, il faut revenir en arrière, loin en arrière, jusqu'à la Guadeloupe, d'avant la Révolution. Imaginez cette île à la fin du XVIIIe siècle, Carrequera, l'île aux belles eaux, une île magnifique, couverte de cannes à sucre dans les plaines de grande terre, de forêts denses et de volcans en basse terre. Une île où la nature est d'une générosité extraordinaire. Et une île où des êtres humains sont traités comme des marchandises. Des hommes, des femmes, des enfants arrachés à l'Afrique, traversant l'Atlantique dans des cales de navires où l'on meurt de chaleur, de maladie, de désespoir. Arrivant en Guadeloupe pour être vendus sur les marchés, marqués au fer rouge, contraints de travailler du lever au coucher du soleil, dans les champs de canne ou les sucreries. Dans les cases, on chuchote, dans les champs, on rêve. Est-ce que ces mots-là nous concernent aussi ? Est-ce que la liberté, c'est pour nous aussi ? En 1794, la Convention nationale répond « oui ». L'abolition de l'esclavage est décrétée. Pour la première fois dans l'histoire du monde occidental, des centaines de milliers d'hommes et de femmes deviennent libres par décret. C'est dans ce contexte de basculement historique que Palerme fait son entrée dans les archives. En 1793, à Sainte-Lucie, un des principaux sans-culottes de l'île, dit-on de lui. Les sans-culottes, l'âme de la Révolution. Ceux qui croient vraiment aux idéaux, pas comme des mots abstraits, mais comme des engagements de vie. Il faut mesurer ce que représente cette présence à Sainte-Lucie, en 1793. Les Caraïbes sont à cette époque un champ de bataille permanent entre la France révolutionnaire et l'Angleterre. Chaque île change de main plusieurs fois. Les soldats britanniques débarquent, occupent, imposent l'ordre colonial. Les républicains français résistent, s'organisent, recrutent parmi les hommes libres de couleur, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais aussi parce que certains officiers croient sincèrement aux principes qu'ils proclament. Palerme est l'un de ces hommes
que la Révolution a saisi. Elle lui a offert quelque chose que l'ancien régime lui refusait. Un grade, une responsabilité, une identité autre que celle qu'on lui avait assignée. Et lui a offert en retour ce qu'il avait, son courage, sa connaissance du terrain, sa capacité à entraîner des hommes dans le combat. Palerme. Commençons par ce qu'on sait et par ce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas son vrai nom. Palerme est certainement un surnom, comme beaucoup d'hommes libres de cette époque qui prenaient des noms de grandes villes européennes pour affirmer leur dignité dans un monde qui voulait les nier. Palerme, la ville de Sicile. Un nom qui sonne grand, qui sonne loin, qui sonne libre. On ne connaît pas sa date de naissance. On ne connaît pas non plus sa date de mort. On ne sait pas où il est ni né. Les archives coloniales de l'époque ne s'intéressaient guère aux histoires personnelles des hommes de couleur, sauf quand ils devenaient des problèmes pour l'ordre établi. Et Palerme, il est devenu un problème très tôt. Le 2 juin 1795, le délégué républicain Guerreau le commissionne officiellement capitaine. Capitaine, réfléchissez à ce que ça signifie pour un homme noir dans les Caraïbes à la fin du XVIIIe siècle. Pas esclave, pas domestique, officier, celui qui commande, celui qu'on salue. Mais la guerre ne lui épargne rien. En 1796, il est fait prisonnier par les Anglais. Il est libéré l'année suivante. Il ne se décourage pas, il revient, il continue. Et voici un détail que j'ai trouvé dans les archives et qui m'a particulièrement touché. En janvier 1788, on retrouve Palerme en garnison, à Rouen, en France, dans les casernes Martinville. Et avec qui ? Avec Delgrès lui-même. Les deux officiers sont ensemble en France et ils réclament ensemble l'arriéré de leur solde. Deux officiers noirs en France qui exigent d'être payés comme n'importe quel soldat de la République. C'est un geste de dignité ordinaire, réclamer sa paye. Mais dans le contexte de l'époque, c'est aussi un acte politique. Ces hommes ne mendient pas. Ils exigent ce qui leur est dû, comme des égaux. Le 16 novembre 1799, Palerme repart pour la Guadeloupe avec Delgrès, Pélage et Janet. Il devient capitaine de la garnison de Pointe-à-Pitre, puis commandant de la place de Pointe-à-Pitre, l'un des postes militaires les plus importants de la colonie. Et puis vient mai 1802. Pélage se soumet. Palerme, lui, refuse. Dans la nuit du 6 au 7 mai, il s'enfuit avec Ignace et 200 hommes. Ils prennent la mer à Petit Canal, traversent vers Basse-Terre en bateau, arrivent le 8 mai. Ils rejoignent Delgrès au Fort Saint-Charles. La résistance commence. Le 10 mai, Palerme et Jacquet mènent l'offensive contre les 600 hommes du capitaine Crabé aux mornes soldats à Trois-Rivières. C'est une victoire, les Français battent en retraite, 2 officiers guadeloupéens qui repoussent 600 soldats napoléoniens. Ce n'est pas rien. Le 22 mai au soir, après l'évacuation du fort, il rejoint Ignace à Dolé. Ensemble, ils se dirigent vers Bémaol. Là, le général Gobert les attaque. Ils sont vaincus. Palerme se réfugie dans les bois du Lamentin. Pendant que Delgrès mourait à Matouba le 28 mai. Pendant que Richepense publiait ses arrêtés triomphants. Pendant que l'esclavage était officiellement rétabli en juillet 1802. Pendant tout ce temps, Palerme courait dans les bois. Il n'était pas seul. Avec lui dans ce maquis caribéen, Jacquet, Noël Corbet, Codou, Siméon, Hippolyte Avril. Une poignée d'hommes qui refusèrent de se rendre, qui tenaient debout quand tout le monde était à genoux. Les autorités coloniales les traquaient avec une brutalité froide. Des volontaires étaient engagés pour chasser les rebelles dans les bois. Les documents d'époque utilisent une expression horrible. Une tête de nègre était payée un mode. Voilà à quoi ces hommes étaient réduits dans les yeux de leurs ennemis. Une prime, un prix. Et pourtant, pendant des mois, Palerme restait insaisissable. En février 1803, Lacrosse écrivait encore « Palerme reste à prendre ». En avril 1803, il demandait au gouverneur de Saint-Barthélemy si Palerme ne s'était pas réfugié dans cette colonie suédoise. Un homme que les armées de Napoléon Bonaparte, les armées qui avaient conquis l'Europe entière, n'arrivaient pas à capturer dans les bois de la Guadeloupe.
Il y a quelque chose de presque sublime dans cette résistance-là. Et puis, la surprise finale des archives. Au début de décembre 1802, Palerme obtient un passeport pour quitter la colonie, avec l'accord de Lacrosse lui-même. Ses ennemis lui accordent un sauf-conduit. Pourquoi ? On ne le sait pas exactement. Peut-être parce qu'il était devenu impossible à capturer et qu'il préférait l'éloigner. Ce qu'il est devenu après, personne ne le sait. Il disparaît des archives comme il y était apparu, dans le silence. Un homme libre qui choisit l'obscurité plutôt que les chaînes. Palerme est l'un des résistants de 1802 les moins connus. Son nom n'est pas dans les manuels scolaires. Il n'a pas de rue à son nom dans les grandes villes guadeloupéennes. Et pourtant, parmi tous les combattants de cette époque, il est l'un des rares à avoir survécu à Matouba. L'un des rares à avoir continué à résister pendant des mois après la défaite. L'un des rares à avoir forcé ses ennemis à reconnaître qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Il y a quelque chose dans cette survie qui dérange peut-être l'image romantique du héros mort les armes à la main. Delgrès a explosé avec ses compagnons à Matouba, c'est une mort sublime, mémorable. Ignace s'est tiré une balle dans la tête, ces morts-là font de belles légendes. Palerme, lui, a survécu dans les bois. C'est une autre forme de courage, plus obscure, plus solitaire, peut-être plus difficile. Vivre dans la forêt, traqué, sans savoir si demain vous serez capturé ou abattu. Continuer à résister quand la cause semble définitivement perdue. Ne pas se rendre. Cette invisibilité dit quelque chose, elle dit que certaines formes de résistance, les plus obscures, les plus solitaires, celles qui ne finissent pas en gestes héroïques, mais en lente extinction dans les bois, ne trouvent pas facilement leur place dans la mémoire collective. Et c'est précisément pour ça que ce podcast existe. Il y a aussi une question de source. Delgrès a laissé une proclamation, un texte magnifique, daté, signé, conservé. Ignace a laissé le souvenir de sa mort au Bainbridge. Ces hommes ont des traces écrites qui permettent aux historiens de reconstituer leur trajectoire. Palerme, lui, n'existe que dans les rapports de ses ennemis, dans les lettres de Lacrosse qui le désignent comme un chef rebelle, dans les demandes de renseignements envoyées à Saint-Barthélemy, dans les passeports accordés pour l'éloigner. Ce n'est pas l'histoire de Palerme qui manque, c'est la plume de Palerme. Et cette asymétrie, les archives coloniales qui conservent la voix des maîtres mais écrasent celle des résistants, est précisément ce que les historiens guadeloupéens s'efforcent aujourd'hui de corriger en croisant les sources, en interrogeant les silences, en lisant entre les lignes des rapports officiels pour retrouver la trace de ceux que l'histoire officielle voulait effacer. Palerme, capitaine, sans culotte, résistant, survivant. Un homme dont on ne connaît ni la naissance ni la mort. Un homme que les plus puissants de l'île n'ont jamais réussi à capturer. Un homme qui a porté la résistance guadeloupéenne dans les bois de la Basse-Terre, longtemps après que tous les autres étaient tombés ou avaient plié. Il y a une phrase dans les archives que je veux vous laisser. C'est Lacrosse qui écrit en septembre 1802 à propos de Palerme. Il le désigne comme le chef des vagabonds rebelles. Vagabond, rebelle. C'est l'insulte du vainqueur pour celui qu'il n'a pas réussi à vaincre. Mais retournez ces mots dans votre tête. Vagabond. Quelqu'un qui va librement, qui n'est pas enchaîné à un maître. Rebelle. Quelqu'un qui refuse l'ordre injuste. Dans la bouche de Lacrosse, c'est une insulte. Dans la bouche de l'histoire, c'est presque un titre de noblesse. Vivre libre ou mourir, c'était la devise de Delgrès. Palerme, lui, a vécu libre, et dans les bois épais de la Basse-Terre, dans la nuit des mornes guadeloupéens, sa liberté était peut-être la plus réelle de toutes. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre homme qui était dans ses barques, qui traversait vers Basse-Terre dans l'obscurité, un métis descendant des Caraïbes, commandant de la place d'armes de Basse-Terre, qui disparaîtra en mer lors de cette traversée, dans des circonstances qui restent mystérieuses. Pour tous ceux qui ont disparu dans la mer, dans les mornes, dans le silence des archives, cet épisode. Palerme n'est qu'un prénom dans un rapport militaire.
Pourtant, il a tenu jusqu'au bout. Margot Gabriel. La discrétion n'est pas l'absence de force. On ne sait presque rien de Palerme. Mais on sait une chose, son histoire mérite d'être entendue. Aidez-la à voyager. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Likez, partagez, commentez. Ces gestes simples font une vraie différence. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendent yo, yo tiré chemin.